vraies voix, Frédéric Brindel. Avec Mobility TV, les vraies voix qui font rouler la France, on roule ensemble chaque jeudi soir et jusqu'à 20h nous allons débattre autour de la voiture et de la mobilité. Depuis le début de l'année, les ventes de voitures électriques et de diesel se rapprochent par exemple. En mars dernier, ça représentait 13,5% du marché. Donc, vous serez peut-être nombreux à partir en vacances et pour la première fois, et tant mieux pour vous, avec votre petite voiture électrique. Alors, est-ce que vous pourrez recharger votre voiture sans crainte? J'imagine que c'est une question que vous vous posez avec crainte d'ailleurs. Où en est-on du déploiement des bornes de recharge en France? On va en parler avec nos invités jusqu'à 20h que je vous présente tout de suite. Quentin Desrumeaux qui est avec nous, spécialiste énergie au cabinet SIAP Partners. Bonsoir Quentin Desrumeaux, il va nous rejoindre dans quelques instants. Mathieu Dichamp, directeur France et Benelux de PowerDot. Bonsoir. Bonsoir à vous François Paradis qui est avec nous, cofondateur de Bump. Voilà, bonsoir à vous trois. Tiens, je commence avec vous Mathieu Dichamp. En quelques mots et juste pour peut-être un petit peu rassurer ceux qui nous écoutent et ceux qui ont acheté une voiture électrique, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter si jamais ils doivent partir et rouler avec leur voiture électrique pour rejoindre leur résidence de vacances cet été? Bien dans le micro. Alors, si on regarde le réseau des bornes de recharge électriques français aujourd'hui, il souffre de trois fléaux. Donc, ils vont pas forcément être assurés pour dès cet été, mais en tout cas c'est quelque chose auquel on œuvre au quotidien. Donc les trois fléaux dont souffle le réseau français, c'est un, qu'il est sous-développé, deux, qu'il n'est pas adapté au temps de passage, et trois, qu'il est mal entretenu. Et donc nous, chez PowerDot, on vient justement adresser ces trois points-là, et on fait ça puisqu'on vient démocratiser la recharge rapide pour tous les Français, dans tous les territoires, pour éviter une fracture territoriale qui pourrait se créer. En fait, sur les bornes de recharge, on fait face à un problème qui pourrait être similaire à celui qu'il y a sur la fibre, où il y a une véritable fracture territoriale, et c'est ce à quoi on pourrait faire face. Quand vous dites la recharge rapide, c'est-à-dire? La recharge rapide, c'est les recharges au-dessus de 50 kW. D'accord. Globalement, c'est ce qui permet de récupérer 200 km en une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc globalement, versus une recharge qui n'est pas rapide, c'est combien par exemple? Alors une charge, si on utilise les bornes 22 kW, on va plutôt être sur 2 heures, 2 ou 3 heures pour récupérer 200 km. Donc l'enjeu en fait c'est vraiment d'avoir une puissance, une recharge qui est adaptée au temps de passage. Donc quand on est sur les autoroutes, là il faut la recharge ultra rapide. Quand on est sur un espace commercial, un supermarché, il faut de la recharge rapide. Quand on est en copropriété ou en bureau, là, on peut se permettre d'avoir de la recharge lente. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir une recharge adaptée au temps de passage. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux utilisateurs de recharger le temps de faire leurs courses. Mais le problème en France, c'est que on a trop misé sur la recharge lente. Donc aujourd'hui, le réseau qu'on a déployé, il est surreprésenté par la recharge lente. Pourquoi on a autant misé sur cette recharge lente? Est-ce que c'est une histoire d'argent? Est-ce que ça représentait moins d'argent? Le coût était moindre? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, juste pour vous illustrer, il y a 92% de recharges inférieures à 50 kW. Donc 92% de recharges qui ne sont pas rapides en France. Alors qu'en Allemagne, il y a 20% de recharges rapides. En France, 8%, en Allemagne, 20%, au Portugal, 18%. Donc il y a un retard à ce niveau-là. Et donc les raisons, elles sont multiples. Mais effectivement, ça coûte beaucoup plus cher de déployer de la recharge rapide. Et c'est pour ça que nous, chez PowerDot, on répond à cet enjeu, puisque nous, on prend en charge tout l'investissement lié au déploiement des bornes. Donc, on déploie et on opère des bornes de recharge pour voitures électriques rapides sur des espaces commerciaux sans aucun coût ni investissement de leur part. Donc cet investissement qu'ils devraient consentir pour s'équiper, c'est nous qui le faisons, qui le prenons, et donc ça évite qu'on se retrouve que les espaces commerciaux se retrouvent face à un dilemme. Soit déployer des bornes lentes qui leur coûteront pas cher, mais du coup ne pas avoir un service de qualité à offrir à leurs clients, soit déployer des bornes de recharge rapide, mais qui vont leur coûter extrêmement cher. Et vous savez qu'aujourd'hui il y a une loi, la loi d'orientation des mobilités, qui impose à ces espaces commerciaux de s'équiper en borne. Ils doivent avoir 5% de leur place qui doivent être équipés.
Et donc, nous, Pordot, on vient se positionner pour les soulager de cet investissement et leur assurer de pouvoir mettre un service de qualité à disposition de leurs clients. C'est-à-dire qu'on se trouve à côté d'un centre commercial, par exemple, on pourra aller donc recharger sa voiture sans aucune difficulté dans les années à venir. C'est l'objectif en tout cas. Exactement. Et jusqu'à présent, on s'est trop focalisé sur les utilisateurs de véhicules électriques de passage qui faisaient... Voilà, pour caricaturer, le Hollandais qui vit en Espagne, il passe par l'autoroute en France. Là, on a vachement développé des bornes de recharge sur les autoroutes, mais on a oublié les Français dans les territoires. Les Français qui vivent au quotidien dans les zones. Là, ils n'ont pas été servis en bornes de recharge rapide. Et donc, c'est cette proximité dans les territoires qu'il faut remédier pour éviter justement cette fracture territoriale qui pourrait se retrouver... comme similaire à la fibre. Vous partagez l'analyse de Mathieu Deschamps, Quentin Desrumeaux, spécialiste énergie au cabinet SIA Partners. Bonsoir. Quentin, bonsoir à vous Quentin Desrumeaux. Bonsoir, merci beaucoup. Je partage une partie de l'analyse. Je suis d'accord sur le fait qu'on est en retard sur l'analyse, sur la recharge rapide, évidemment. Mais on a quand même un très bel élan en ce moment et PowerDot, comme Bump, sont très actifs d'ailleurs pour résorber finalement ces difficultés sur la recharge rapide. Je dirais qu'on n'a pas oublié les utilisateurs de véhicules électriques dans les territoires. Il y a eu beaucoup de déploiements qui ont été faits par des collectivités dans une période autour de 2014-2015, après la publication par le gouvernement d'un livre vert avec des préconisations et on a poussé les collectivités à poser des bornes en leur préconisant des types de bornes souvent de 22 kW en courant alternatif qui correspondaient en fait à la voiture phare du moment. Et à ce moment-là, la voiture électrique phare sur le parc français, c'était la Zoé. Renault Zoé, oui. Et donc, on a cherché à les servir. Donc, on a au contraire des territoires dans lesquels on a beaucoup de bornes de recharge, enfin en tout cas un certain nombre de bornes de recharge. Il se trouve simplement que les usages se sont avérés un peu différents, notamment parce que tous les constructeurs automobiles n'ont pas fait les mêmes choix que Renault en termes de pleine utilisation du 22 kW. Donc voilà, ma nuance, c'est on a au contraire essayé de les servir tôt. Avec un choix qui malheureusement n'a pas été suivi par le marché. Ouais. Alors on va parler évidemment des bornes de recharge à moyen terme, à plus long terme, et déjà à court terme. Quentin Desrumeaux, je vous pose la même question qu'à Mathieu Deschamps. Est-ce qu'on doit s'inquiéter si on possède une voiture électrique, si on compte faire un long trajet pour partir en vacances cet été ? Alors, on n'a pas le réseau, on n'a pas le réseau rêvé aujourd'hui. On a aujourd'hui, en termes de véhicules, enfin, si on prend les chiffres de l'AVER, fin 2021, c'est environ 500 000 véhicules électriques qui circulent en France. Donc, on n'a pas le réseau dont on rêverait. En revanche, on a beaucoup de choses, et je pense qu'il faut surtout donner des conseils à vos auditeurs qui prendraient la route en véhicule électrique. La mobilité électrique, c'est pour l'instant notamment, une mobilité assez planifiée. Donc il faut qu'ils téléchargent des applications, il y en a qui sont très bien faites. Ouais. Par exemple, lesquelles ? Je pense au français ChargeMap, par exemple. La plupart des opérateurs de bornes proposent aussi leurs propres applications, et mes camarades ce soir en ont peut-être aussi dans leur bannette. Je pense à un planificateur d'itinéraire qui s'appelle A Better Route Planner, qui est suédois, sur lesquels on peut planifier son itinéraire, trouver des bornes, indiquer le type d'arrêt qu'on va faire, etc. Il faudra accepter peut-être sur certains endroits de sortir de l'autoroute et d'aller un peu plus loin pour trouver une borne, de faire un petit détour. Donc localement, il faudra prendre un peu plus le chemin des écoliers, mais c'est pas insurmontable. En tout cas, ça s'anticipe un peu. Il faut se faire accompagner, s'outiller avec ces applications-là. Et peut-être un conseil supplémentaire pour ceux qui seraient utilisateurs pour la première fois parce qu'ils loueraient une voiture électrique. Il faut se renseigner un peu avant. C'est pas mal de regarder un certain nombre de vidéos sur YouTube, d'essayer de ne pas partir à l'aventure avec sa voiture, quoi.
Ça se passera très bien et ça peut très très bien se passer, mais il faut se faire expliquer 2 ou 3 choses qui sont pas extraordinaires, mais si on vous les a pas dites, vous pouvez vous retrouver un peu déconcerté. Ouais. François Paradis, cofondateur de BAM. Tiens, est-ce que c'est ce que disait Quentin Desrumeaux, est-ce que vous avez une application par exemple qui permettrait de connaître les endroits où on peut recharger sa voiture? Oui, tout à fait. Ouais. On a une application sur laquelle on peut voir à la fois l'ensemble de nos bornes en exploitation et celles de nos partenaires avec qui on a signé des contrats d'interopérabilité via la plateforme française Jirev. D'accord, donc c'est pas toutes les bornes de recharge, on est d'accord, mais c'est une partie des bornes de recharge. C'est toutes les bornes des opérateurs qui ont la volonté d'avoir de l'interopérabilité, d'ouvrir leur réseau à tous les utilisateurs, enfin un maximum d'utilisateurs grâce à ces contrats d'itinérance. Combien de temps on met en général? J'imagine que ça dépend de la marque de la voiture. Combien de temps à peu près on met pour recharger une voiture? Je pense que Mathieu a donné des ordres de grandeur. Pour recharger une voiture, il y a de la recharge rapide, ça peut aller de 20 minutes à 30-40 minutes, de la recharge un peu plus lente qui peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, et puis après on peut aller sur plusieurs heures, voir si c'est de la recharge à domicile toute la nuit. C'est-à-dire que si on a vraiment de tout. Ça dépend de l'autonomie de la voiture, mais il vaut mieux prévoir un plus long et de la borne aussi. D'accord. Non, je veux dire, il vaut mieux prévoir peut-être un plus long trajet. Prévoir une amplitude horaire un peu plus grande lorsqu'on a une voiture électrique, si on part en vacances. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut voyager différemment. Je pense que ça, c'est aussi un état d'esprit, mais on l'a dit, et puis on l'a entendu aussi sur votre chaîne juste avant qu'on démarre l'interview. C'est une conduite différente qui est plus tranquille, c'est moins bruyant, les voitures sont très agréables à conduire. On conduit différemment, on a une autonomie qui est bien sûr pas celle d'un gros tank diesel qui peut faire 900 bornes. Malgré tout, je crois que la moyenne d'un trajet en France sur autoroute fait 200 km. Donc en fait, il faut aussi relativiser cette autonomie de 900 bornes dont on n'a pas nécessairement besoin tous les jours, mais potentiellement qu'une fois par an l'été. Donc non, on conduit différemment, on planifie différemment, et puis on s'arrête sur les aires d'autoroute équipées de bornes de recharge. Alors c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, mais évidemment au fil des années on espère que le réseau va s'étoffer en bornes de recharge et que ce sera de moins en moins compliqué. Tiens, vous êtes optimiste là-dessus, Mathieu Dichand? Alors je pense qu'il y a clairement un élan qui a démarré, il y a une réelle dynamique en ce moment. On le voit avec la multiplicité des acteurs qui arrivent sur le marché. On le voit aussi avec les initiatives prises par le gouvernement. Et donc, c'est sûr qu'on va rattraper le retard qu'on a sur la densité du réseau. Mais combien de temps ça peut prendre pour avoir un réseau normal de bornes de recharge pour que personne n'ait aucun problème? Juste pour vous donner un ordre de grandeur, là actuellement en France, on a 5,5 points de charge tous les 100 km, alors qu'en Allemagne, on est à peu près 20. Donc, en gros, on a besoin de 4 fois plus de points de charge. Encore faut-il que ces points de charge soient déjà adaptés au temps de passage, mais aussi soient bien entretenus. Parce que là on parle beaucoup de est-ce qu'il y a suffisamment de bornes, est-ce qu'on va trouver des bornes sur notre trajet. Et la question, c'est est-ce que quand on va se rendre sur ces bornes, est-ce qu'elles vont effectivement fonctionner? Ça, c'est un réel fléau. Quand vous écoutez les Français, il y en a 80% qui déclarent qu'ils ont rencontré un défaut de recharge au cours des 6 derniers mois. Donc ça, c'est ahurissant. Et donc, c'est parce que la multiplicité des réseaux qui sont développés se sont faits sans nécessairement penser à la maintenance, à l'entretien. Et donc, un réseau, ça s'improvise pas, ça demande d'avoir des ressources de maintenance sur le terrain, sur le territoire, qui peuvent aller intervenir sur les bornes au plus tôt dès qu'il y a un sujet. Ça demande également d'avoir du support pour les utilisateurs,
pour que s'ils se retrouvent face à une borne qui est défectueuse, ils puissent tout de suite avoir quelqu'un au bout du fil qui va les guider, les orienter et résoudre la panne en direct. Ouais. Les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio, c'est jusqu'à 20h. Ne bougez pas, on va se retrouver dans quelques minutes pour la deuxième partie. A-t-on assez de bornes de recharge? Eh bien, on en discute, on vous informe, on en parle, on en débat avec Quentin Desrumeaux, Mathieu Dichand et François Paradis. On revient aller dans quelques instants. Restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. L'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h. C'est avec Mobilité TV. A-t-on assez de bornes de recharge? Nos experts pour nous éclairer. Quentin Desrumeaux, spécialiste énergie au cabinet SIA Partners, qui est avec nous. Mathieu Dichand, directeur France et Benelux de PowerDot. Et puis François Paradis, cofondateur de Bump. Alors tiens, j'aimerais vous donner quelques chiffres. 96% des utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables sont plutôt même très satisfaits de leur achat. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a un petit mais, 68% d'entre eux sont insatisfaits en revanche des bornes de recharge accessibles au public. Voilà, c'est un sondage Ipsos pour l'Aver France. Tiens, Quentin Desrumeaux, est-ce que ces bornes de recharge, on en a un petit peu parlé juste avant la pause, il n'y en a pas beaucoup. Et évidemment, on essaie d'étoffer le réseau au fil des années. Est-ce qu'elles sont toutes en bon état, ces bornes de recharge, globalement? C'est très variable. C'est très variable et ça va bouger. Le sujet, là encore, si on reprend l'histoire d'un certain nombre de ces bornes, en tout cas le stock historique, on a beaucoup de choses qui ont été placées par des collectivités à travers des contrats passés entre la collectivité et l'opérateur pour lesquels c'était difficile de piloter la qualité de service. C'était difficile de faire varier la rémunération de l'opérateur en fonction de la qualité. Parce que la réglementation l'empêchait, parce qu'on n'avait pas forcément tout anticipé, etc. Donc, il y a certaines bornes, effectivement, peu utilisées, qui commencent à dater un peu, dont la qualité de service est passable. Depuis un temps assez court, parce que finalement... en 2020, on voyait essentiellement de l'argent public sur les bornes de recharge. Depuis 2021, on voit beaucoup plus d'argent privé. Avec l'arrivée des investisseurs privés, on a des acteurs qui sont beaucoup plus aguerris, beaucoup plus motivés à talonner de très près les opérateurs dans lesquels ils investissent pour s'assurer d'une qualité de service. Les fameuses applications dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut utiliser pour planifier sa recharge, elles permettent aussi de noter la qualité d'une borne. D'accord. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui fera des gagnants et des perdants aussi à l'avenir. Quels sont les critères de cette note qualité? Est-ce que la borne recharge assez vite, j'imagine? C'est la même chose que... Ah, c'est l'appréciation d'utilisateur, oui. Oui. D'accord. C'est les 5 étoiles que vous mettez j'ai compris, quand vous sortez d'un VTC. Ouais. Comme sur TripAdvisor. D'accord, ouais. Oui, c'est les fameuses notes qu'on connaît tous, puisqu'on est depuis quelques années, on est tous amenés à noter. Mathieu Dichand, concrètement, pour ceux qui pour la première fois vont utiliser leur voiture électrique, qui pour la première fois vont être confrontés à des bornes de recharge, quand on est face à une borne, comment ça se passe? Comment on paye, par exemple? Alors, juste avant de répondre à ça, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Desrumeaux tout à l'heure, qui parlait des investisseurs privés. Donc nous, effectivement, je pense que c'est la bonne avenue à explorer et dans laquelle aller. Donc c'est pour ça que nous, chez PowerDot, on vient investir sur les espaces commerciaux. Et dans cette optique-là, on a levé 150 millions d'euros auprès de Antin, qui est un fonds d'investissement en infrastructure français, 22 milliards d'actifs sous gestion. Et donc ça vient consacrer l'effort de nos équipes qui, depuis 4 ans, déploient notre réseau. Et vient valider ce modèle justement d'investisseurs privés, à la fois investisseurs et opérateurs, qui font les deux avec une solution clé en main et une gestion, une exploitation des bornes, de manière à ce que les intérêts à la fois de nous, de l'opérateur, de l'espace commercial qui héberge la borne et des utilisateurs soient tous alignés, puisque on souhaite tous qu'il fonctionne, que la borne fonctionne pour qu'elle soit utilisée et qu'elle puisse permettre à tous les Français dans les territoires en France de se recharger. D'accord. Et donc justement, quand ils arrivent sur les bornes, là, ils vont avoir plusieurs options pour débloquer la borne et pour payer. Il va y avoir l'option des badges que mentionnait M. Desrumeaux tout à l'heure. Il y a une myriade de badges d'opérateurs de mobilité et d'applications de mobilité sur le marché actuellement. Le premier d'entre eux auquel on pense souvent, c'est ChargeMap. Et donc, ces badges-là vous permettent
de scanner, vous scannez votre badge sur la borne, ça la débloque et vous pouvez ainsi payer à travers l'abonnement que vous avez pris avec l'opérateur de mobilité. C'est également possible de le faire via l'application de ce même opérateur de mobilité plutôt que d'utiliser son badge. Et ensuite, on va avoir des méthodes indépendantes des opérateurs de mobilité. Il va y avoir le lecteur de carte bleue qu'on peut retrouver de temps en temps et également des systèmes de paiement par QR code. Donc là, on a tous pris l'habitude de sortir son QR code avec le pass qui a été déployé au cours des 2 dernières années. Le pass vaccinal, Le pass vaccinal, exactement. Et donc là, c'est la même chose. On scanne un QR code et derrière, on est amené vers une page où on peut payer avec sa carte bleue. D'accord, très bien. Donc relativement facile, quand même. Alors, c'est ça l'enjeu, justement, c'est que les utilisateurs retrouvent la même simplicité, la même fluidité d'expérience utilisateur qu'ils avaient sur les pompes à essence. Justement, si on veut faciliter la transition électrique, parce que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est la transition électrique. Qu'est-ce qui est le frein numéro 1 aujourd'hui à la transition électrique? C'est les bornes. Et donc il faut qu'il y ait à la fois suffisamment de bornes, qu'elles soient suffisamment bien entretenues, qu'elles soient adaptées au temps de passage et qu'elles offrent l'expérience utilisateur la plus fluide et la plus simple possible. Et ça, on n'en parle pas assez souvent. Ça peut parfois être un enfer pour certains qui arrivent sur une borne, leur badge ne passe pas et parce qu'elle n'est pas compatible avec ce badge. Donc il faut justement qu'il y ait toutes ces opportunités de déblocage et de paiement pour que quiconque se rende sur la borne puisse effectivement la débloquer. Alors, François Paradis, cofondateur de Bump, c'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup. Bon, malheureusement, c'est devenu la routine depuis quelques semaines, et c'est pas une bonne nouvelle. Le prix à la pompe, qui est terrible. Et d'un autre côté, acheter une voiture électrique, ça coûte extrêmement cher. Rassurez-nous, recharger sa voiture électrique, ce n'est pas un gros coût. Non, c'est surtout depuis l'augmentation du tarif à la pompe, ça n'a pas un gros coût. La moyenne, je pense, du prix d'une recharge, alors hors sur autoroute où effectivement ça peut aller à peut-être à 20 ou 25 euros, mais sinon en zone urbaine, on est plutôt sur 10-15 euros une recharge, c'est cet ordre de grandeur-là. Pour comparer, par exemple, je voulais juste comparer avec une voiture essence ou diesel, 20-25 euros donc sur autoroute. Combien on peut faire de kilomètres par rapport donc à une voiture à moteur thermique et au prix de l'essence qu'on pourrait payer qui coûte cher en ce moment? Je pense que à 20-25 euros, enfin aujourd'hui avec les voitures, on peut faire, je pense qu'on peut faire 300-400 km sans problème. Versus du coup un véhicule thermique avec lequel on peut en faire plutôt entre 6 et 800, je dirais. 800, c'est vraiment sur un gros véhicule thermique. Mais là, le prix du plein, je pense qu'il est clairement autour de 100 euros sur un véhicule thermique qui fait 800 km sur autoroute. Est-ce que les prix augmentent avec la hausse du coût de l'électricité? Est-ce que c'est une répercussion? Le prix de l'électricité augmente, tout à fait. Du coup, est-ce que le prix de la recharge augmente aussi? Pour l'instant, la plupart des prix sont quand même assez serrés, très fins, qui laissent la recharge très abordable. Le prix de l'électricité augmente malgré tout. Enfin, je pense que c'est la position en tout cas, nous, c'est notre position chez Bump. On a fait des achats sur le marché de l'électricité et on a accès à un certain volume d'électricité à des prix encadrés. Ce qui permet aussi de proposer des tarifs abordables sur les bornes de recharge publiques. Et donc tout le jeu est d'anticiper justement ces hausses de tarifs d'électricité avec des volumes d'achat, des options d'achat avec des bons timings pour pouvoir lisser aussi le coût de l'électricité sur l'année. Quentin Desrumeaux, juste pour finir sur tout cet aspect concret des bornes de recharge, est-ce que quand on recharge sa voiture électrique, est-ce que tout est compatible, ça dépend évidemment des modèles de voiture, ou parfois ça peut virer au casse-tête? Alors, tout
tous les véhicules ne sont pas compatibles avec toutes les puissances. Ouais. Par exemple, on parle de charge rapide qui est souvent du courant continu. On ne va pas recharger un véhicule hybride rechargeable sur ce genre d'installation, parce qu'ils n'admettent pas la charge rapide pour l'essentiel d'entre eux. Donc, votre batterie, elle va admettre une puissance maximale. Sur des Zoé qui ont déjà quelques années, on est souvent autour de 50 kW. Vous allez avoir des modèles plus récents d'autres constructeurs sur lesquels on est plus autour des 100. Et puis sur des véhicules 100, 150, et puis sur des véhicules très premium, on va monter jusqu'à 350. Je parlais toujours des applis qui vous aident à naviguer. Vous pouvez renseigner dans l'application le modèle de véhicule que vous avez. Et là où l'application est bien faite, c'est que du coup, elle va vous renseigner sur les bornes qui sont compatibles avec les puissances admises par votre véhicule. Donc, il faut être un peu vigilant, mais on est correctement accompagné. Ce qui peut se passer sur certaines, si vous vous mettez sur une borne un peu trop puissante, en fait, vous n'avez pas à l'utiliser à plein. Donc, vous risquez de payer un peu cher pour un service que vous n'avez pas vraiment. Alors, on l'a compris, hein, on en discutait tout à l'heure avec Mathieu Dichand, il y a des bornes de recharge lente, il y a des bornes de recharge rapide, voire même ultra rapide. Est-ce qu'il faut installer des bornes je sais que vous installez donc ces bornes de recharge, mais est-ce qu'il faut installer partout, donc aussi bien à l'emplacement des bornes lentes, il faut installer et de partout sur tout le réseau ces fameuses bornes ultra rapides? Je pense qu'il faut surtout adapter la puissance au temps de passage des utilisateurs. Il faut avoir un déploiement intelligent, en fait. Ouais. Donc, sur les aires d'autoroute, là, effectivement, il faut l'ultra rapide. Dans les bureaux ou les résidences, là, la lente a sa place. Et quand on est sur des espaces commerciaux, il faut que l'utilisateur puisse récupérer 200 km le temps de faire ses courses. Nous, chez PowerDot, notre objectif, c'est se recharger pendant qu'on fait ses courses. Et donc, on vient mettre de la recharge rapide. On équipe également des restaurants, comme par exemple des franchisés KFC. Chez eux, on va plutôt mettre de la recharge ultra rapide, puisque les utilisateurs passent 10-15 minutes. Donc, l'objectif, la thèse qu'il faut avoir en tête, c'est d'avoir une puissance adaptée au temps de passage. C'est pas d'être dogmatique et de se dire je vais mettre de la recharge ultra rapide partout. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de recréer la station-service 100% électrique. Or, les utilisateurs, ils ne veulent plus faire un détour pour aller se recharger. Ils veulent pouvoir sur leur chemin. Se recharger là où ils vont naturellement. Et donc, où est-ce qu'ils vont naturellement pendant la semaine? Ils vont faire leurs courses, ils vont au restaurant, ils vont au centre commercial, ils vont au cinéma. Et donc, c'est là que nous, PowerDot, on déploie notre réseau sur ces lieux de rencontre naturelle avec les Français. Donc, on amène l'électricité là où ils sont, plutôt que leur faire venir sur des stations, pour que eux se déplacent vers l'électricité sur des stations-service. Vous déployez donc, on l'a bien compris, autour des centres commerciaux et juste pour information, sur les parkings des centres commerciaux. Est-ce que ça coûte, est-ce que le centre commercial doit débourser une certaine somme? Ou c'est juste un service finalement, c'est gratuit? C'est entièrement gratuit pour le centre commercial. Nous, on est investisseurs et opérateurs. Donc pour le centre commercial, c'est une solution clé en main. On gère tout de bout en bout et c'est des projets très complexes. Et sans aucun coût ni investissement de sa part. Nous, on vient rajouter un service supplémentaire sur son parking pour qu'il offre ce service de qualité à ses clients. Et donc c'est pour ça, sachant qu'on investit et que ça ne coûte rien à l'espace commercial, c'est pour ça qu'on a levé 150 millions auprès de Antin. En général, les centres commerciaux sont plutôt favorables à l'installation de bornes de recharge. Ils sont extrêmement demandeurs et on a toutes les semaines, là à l'heure actuelle, on a 2700 points de charge en cours de déploiement en France, on a 500 déjà installés et notre objectif maintenant avec ces 150 millions, c'est d'être à 7000 à minima points de charge rapide en 2025. Et chaque semaine, c'est 10 nouveaux sites avec lesquels on signe en France, dans tous les territoires. Et on est obligé d'en refuser certains, effectivement, puisque il y a sur une même zone, on va pas pouvoir équiper tout le monde sur une même zone géographique. Et donc, on va devoir choisir les lieux où il y a le plus d'utilisateurs pour être sûr d'adresser le plus de personnes
au sein d'une même zone géographique. Ouais. Allez, ne bougez pas, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques minutes pour la troisième partie. Quentin Desrumeaux, Mathieu Deschamps et François Paradis, les vraies voix qui font rouler la France, qui reviennent dans un instant avec vous, et Jérôme Pincé qui sera avec nous, directeur général de Bornes Solutions. Bornes Solutions, spécialiste des bornes de recharge à domicile et en entreprise. À tout de suite. Mobility TV est jusqu'à 20h, donc les vraies voix qui font rouler la France. À mes côtés, Quentin Desrumeaux, spécialiste énergie au cabinet SIAP Partners, Mathieu Deschamps, directeur France et Benelux de PowerDot, et puis François Paradis qui est avec nous, cofondateur de Bump. Je vous propose d'accueillir tout de suite Jérôme Pincé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jérôme Pincé, directeur général de Bornes Solutions. Vous êtes donc le spécialiste des bornes de recharge à domicile en entreprise et vous lancez donc MyCharge, c'est ça, vous proposez d'installer des bornes de recharge dans des copropriétés. Racontez-nous, c'est-à-dire que vous proposez donc à des syndics par exemple d'installer chez eux des bornes de recharge. Qui paye ? Alors, nous sommes opérateurs de recharge plutôt donc privés, sur lesquels nous allons signer des conventions avec les copropriétés, et nous allons financer l'installation de ce qu'on appelle le point de livraison, là, communément le compteur électrique, et ensuite nous allons installer les bornes de recharge à la demande sur chaque place des copropriétaires ou des locataires. En fait, on a un modèle assez simple, assez proche de ce qui s'est passé sur la fibre optique, où un opérateur est équipé et ensuite on vend le service. Très bien. Les bornes de recharge, pour vraiment qu'on comprenne bien, c'est à l'emplacement donc des places de parking des copropriétaires, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, en France, la majorité des places de parking en copropriété sont la propriété et un usage unique. Donc, en fait, on va installer la borne vraiment sur l'emplacement de l'utilisateur. Donc, nous sommes sur la recharge qui sont ce qu'on appelle la recharge normale. Donc, on va dire des bornes souvent de 7 kW, oui. Ce qui nous permet de recharger en une nuit, lorsque le véhicule est stationné. Donc, dans la nuit, on va recharger le véhicule. Généralement, c'est des recharges de d'équivalent de 250-300 km. D'accord. Et pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, ça ne coûte absolument rien aux copropriétaires. Alors, ça ne coûte rien à la copropriété, c'est nous qui finançons. Oui. Et donc, ensuite, seul l'utilisateur va payer sa recharge avec une forme d'abonnement mensuel, et ensuite, après, le prix au kilowatt. Et vous évoquiez tout à l'heure notre nouvelle offre MyCharge, c'est qu'effectivement, depuis le début de cette année, pour que ça soit beaucoup plus simple et pour que beaucoup plus transparent aussi vis-à-vis des utilisateurs, l'utilisateur va payer un abonnement mensuel, et ensuite, après, au réel de ces kilowattheures consommés. Ouais. Alors tiens, Quentin Desrumeaux qui est avec nous a une question à vous poser, Jérôme Pincé, sur donc le réseau, parce que en général dans les copropriétés, les places de parking se trouvent en sous-sol. Et souvent les bandes de recharge, vous le disiez, Quentin Desrumeaux, il faut du réseau. Alors, avec une bande de recharge, effectivement, la plupart du temps. La plupart du temps, si on veut pouvoir superviser à distance ces bornes, et c'est le cas chez PowerDot, elles sont supervisées à distance pour qu'on puisse gérer le réseau et intervenir dès qu'il peut y avoir un problème. Ouais. Et donc là, il faut qu'il y ait une connexion Internet, donc soit via une carte SIM, soit via un câble Ethernet. Et donc en sous-sol, effectivement, si on est dans des copropriétés, peut se poser la question de est-ce qu'on a suffisamment de réseau là-dedans. Donc, comment ça se passe, Jérôme Pincé, dans ce cas-là ? Accessoirement, c'est un sujet que je connais bien pour avoir déployé un réseau télécom pour un opérateur mobile dans le passé, avant de fonder Bornes Solutions. Donc effectivement, toutes nos bornes sont supervisées pour pouvoir à la fois piloter à distance les bornes, pour pouvoir adapter les bornes en fonction de la puissance globale disponible dans l'immeuble pour pouvoir limiter aussi l'impact sur le réseau. Donc bien entendu, c'est un sujet sur lequel nous étudions de plus près, et nous trouvons à chaque fois des solutions pour équiper en bornes de recharge et qui communiquent avec notre réseau. Et surtout de pouvoir avoir en temps réel à la fois le suivi de la consommation et surtout intervenir en cas d'éventuellement à distance en cas de dysfonctionnement. Dans les copropriétés, évidemment, il faut que ce soit le syndic qui dise oui, et pour équiper tous les copropriétaires. Alors un copropriétaire peut faire appel à vous pour avoir sa borne de recharge à son emplacement de parking. Alors, sur la copropriété, on a souvent entendu que c'était long, c'était complexe. En fait, aujourd'hui, vous avez chaque copropriétaire a ce qu'on appelle le droit à la prise. C'est même un occupant. Pour pouvoir, il a l'autorisation d'installer la borne sur sa place de parking, bien entendu à ses frais.
Et en fait, ça, c'est très bien pour démarrer les premières installations dans une copropriété, mais on voit que dès que vous avez 2-3 bornes, après, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que là, nous, on intervient pour proposer vraiment une infrastructure globale pour que chaque occupant, locataire, copropriétaire, puisse installer sa borne sur sa place de parking sans difficulté. Et donc, on voit, c'est comme tous les travaux, on va dire que la première borne va être un petit peu plus longue à installer, notamment le temps que nous puissions créer ce point de livraison, ce nouveau compteur. Mais en fait, une fois ensuite que l'infrastructure est faite, les bornes sont installées individuellement dans un délai de 3 à 4 semaines, donc généralement bien avant le délai de livraison de son véhicule électrique. C'est relativement rapide. Tiens, je vais juste faire Oui, dites-moi, allez-y, Jérôme Princet. Et ce qu'il faut rappeler, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure beaucoup de la charge rapide, c'est qu'aujourd'hui, plus de 90% de la recharge s'effectue soit en entreprise, soit à la maison. La maison, c'est à peu près 50% du besoin de recharge. Et ce qui fait qu'avec l'installation de bornes de recharge à son domicile, la recharge devient vraiment un sujet très facile pour les utilisateurs de véhicules électriques et rend simple parce que ça veut dire que votre véhicule recharge lorsqu'il est stationné. Je rappelle, il est stationné à peu près à plus de 90% du temps. Donc voilà. Donc ce sont des installations et des besoins de recharge qui sont finalement complémentaires par rapport à ce que vous avez pu, ce qu'on appelle la charge rapide, qui est plutôt pour soit des gens qui n'ont pas de place de parking, oui, effectivement, vous avez des gens qui n'ont pas de place de parking, ou alors vraiment pour ceux lorsqu'ils sont en déplacement. Hier, je suis parti effectivement de ce week-end de la région parisienne, j'ai eu l'occasion de faire 600 km, donc effectivement, j'ai eu besoin d'une charge rapide pour pouvoir aller, je me suis arrêté 30 minutes et pour finir mon trajet. Donc voilà. Mais au quotidien, c'est la recharge à domicile. Ouais. Et j'imagine qu'à l'avenir, évidemment, de plus en plus de Français qui seront équipés de voitures électriques demanderont, et s'ils ils ont un parking évidemment, et ils sont propriétaires ou même locataires, mais ils ont un parking à proximité de leur appartement, de leur résidence, ils vont demander à ce qu'il y ait une borne de recharge sur cet emplacement de parking. C'est l'avenir, donc, finalement. Oui, alors c'est vrai qu'on constate là depuis on va dire mi-2020 une accélération des demandes. On évoquait, et puis même encore depuis 2021, on voit que tous les mois il y a vraiment une accélération. Pour vous donner quelques chiffres globalement, c'est que aujourd'hui sur cette notion de prééquipement des immeubles, aujourd'hui nous on représente un peu plus de 150 000 places de parking, donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est plus de 150 000 utilisateurs qui peuvent avoir une borne de recharge dans les 3-4 semaines. D'accord. Merci à vous, merci Jérôme Princet, directeur général de Bornes Solutions. J'aimerais remercier Quentin Desrumeaux qui était avec nous, spécialiste énergie au cabinet SIA Partners, Mathieu Dichand, directeur France Benelux de PowerDot, et puis François Paradis, cofondateur de Bump. Merci à tous les quatre. Dans quelques minutes, c'est le Loft Music.